Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter cette conférence sur la cybercriminalité, pour essayer d'éclairer quelque chose qui nourrit beaucoup de fantasmes aussi, et c'est bien normal, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Billy, je précise, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas policier. Je ne suis pas juge, je suis enseignant-chercheur en droit. Et donc, mon prisme, mon regard va être celui d'un juriste sur ce phénomène. Et on va essayer de voir ensemble pendant une heure et quart, et puis je répondrai bien évidemment à vos questions par la suite, eh bien, quelles sont les réponses du droit pour ce phénomène. Alors, je le dis par avance, peut-être n'aurai-je pas le temps de tout évoqué de manière précise, mais bien sûr, je répondrai à vos questions naturellement. Enfin, tout ce qui sera évoqué dans la présentation. Alors d'abord, peut-être quelques repères pour présenter un peu les termes du sujet, les termes de l'opposition, de la comparaison. La cybercriminalité d'abord. La cybercriminalité, c'est un phénomène qui aujourd'hui existe et qui est inhérent finalement à l'utilisation du numérique. Internet est rentré dans nos vies, pour la plupart dans nos vies. On achète, on fait des démarches, on utilise des services, son mail et bien d'autres services encore. Et toutes ces utilisations-là, eh bien, comme pour toute activité humaine, il existe évidemment une part criminelle. On peut se dire qu'il y a du commerce et en même temps qu'il y a des trafics, par exemple. C'est la part pénalisée d'une forme de commerce illicite. Eh bien, pour Internet, c'est la même chose. Une activité qui, je dirais, est très importante aujourd'hui, en volume, très importante aussi au regard de tous les aspects de la vie, et une réalité. Avec des caractères, à mon avis, qui sont très importants et qui sont liés aussi à l'évolution des technologies. 3 caractères. Le premier caractère, c'est la massification des échanges. Massification des échanges, des données. On parle parfois de big data, par exemple, pour montrer toutes les données que l'on met à disposition, finalement, sur Internet. Donc la massification, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième phénomène qui est aussi important, c'est l'anonymat. Ou en tout cas, le sentiment d'anonymat. J'y reviendrai plus tard, mais c'est l'impression que quand on est derrière son clavier, derrière son téléphone portable, parce que finalement tout ça, ce sont des terminaux informatiques, eh bien, on est anonyme. On peut dire ce qu'on veut. Parfois, on a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, par exemple, que jamais on n'oserait dire à quelqu'un dans les yeux. L'anonymat, c'est extrêmement important, en tout cas, encore une fois, le sentiment d'anonymat. Et puis, troisième élément, qui vient modifier les choses aussi, qui fait que c'est une criminalité un peu à part, c'est la dimension internationale. Cette dimension internationale, elle n'est pas systématique. Parce que finalement, quand on a un groupe WhatsApp, par exemple, et que 2 personnes sont à Poitiers et discutent et que voilà, des choses sont échangées, la dimension internationale, elle est relativement réduite, par le biais du système informatique, peut-être. Mais finalement, c'est assez réduit. En revanche, cette dimension internationale, elle est cruciale quand on parle de cyberattaque. Là, pour le coup, le fait d'avoir la possibilité d'agir à distance sur le territoire français, là, on peut avoir des éléments importants. Je vous donne simplement un exemple. Je vous donnerai comme ça des exemples tirés des faits réels, peut-être pour commencer. Alors désolé, celui-là, il est extrêmement grave et extrêmement triste. Ça se passe en Allemagne il y a quelques années. Un hôpital fait l'objet d'une cyberattaque et cet hôpital, eh bien, ses données sont cryptées,
contre une demande de rançon. Il faut savoir que les hackers avaient pris le contrôle aussi de l'électricité, parce que tout est lié. Une personne doit être emmenée dans un autre hôpital parce que le dispositif de soins ne peut plus être mis en place et cette personne est décédée dans l'ambulance. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, mais en Europe ça c'est sûr, qu'une personne décède en raison d'une cyberattaque. Mais vous le voyez, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le hacker, il n'était pas en Allemagne, il n'était sans doute pas en France, il était sans doute dans un pays plus lointain. 3 caractères donc qui viennent finalement modifier cette criminalité. Alors, une réalité, est-ce qu'on peut la délimiter maintenant? Est-ce que la cybercriminalité, c'est quelque chose qu'on peut délimiter? En droit, oui, on peut la délimiter. On peut la délimiter parce qu'il faut mettre la cybercriminalité en lien avec 2 autres questions qui sont importantes et j'y reviendrai régulièrement. Première opposition, la cybercriminalité et la cyberdéfense. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, je prends l'exemple de la cyberattaque. Une cyberattaque qui nous vise, vous voyez par exemple un virus qui peut viser nos ordinateurs. Ça relève du droit pénal. Ça relève de la cybercriminalité parce que ça vise les citoyens. En revanche, quand la cyberattaque vise un État, un ministère, dans ces cas-là, eh bien, cela peut être considéré comme un acte de guerre et relever de la cyberdéfense. Et le droit de la cyberdéfense et le droit de la cybercriminalité ne sont pas les mêmes. D'un côté, c'est le droit de la guerre, de l'autre côté, c'est le droit pénal, tout simplement. Autre terme important, la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Eh bien, c'est la protection que l'on met en place pour éviter un piratage, par exemple, pour éviter la survenance d'un fait cybercriminel. C'est par exemple le fait de mettre un antivirus sur son ordinateur. Donc c'est anticiper finalement le fait qu'une infraction puisse nous concerner. Et ça relève d'un autre droit aussi. Vous avez par exemple un antivirus, vous avez un contrat signé avec une entreprise, c'est autre chose. Bon. Donc on va ici se concentrer sur la cybercriminalité. Maintenant, est-ce que du point de vue des infractions, aujourd'hui, la cybercriminalité peut être délimitée? Il y a quelques années de ça, je vous aurais dit oui, sans doute, parce que on pouvait penser aux injures, aux diffamations, à des publications mensongères, à des publications qui portent atteinte à l'honneur des personnes. Aujourd'hui, c'est difficile de délimiter comme ça. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que avec l'évolution d'Internet, on peut faire transiter plein de choses. Je vous l'ai dit, on peut faire du commerce, on peut s'exprimer, on peut avoir plein d'aspects de la vie en société. Et puis, deuxième chose, c'est l'arrivée dans nos vies des objets connectés. Les objets connectés, ce peut être un téléphone, une montre connectée, un appareil auditif, ça peut être un pacemaker connecté, ça peut être plein de choses, une enceinte Alexa, par exemple. Il y a plein d'objets connectés. Et ces objets connectés créent une interface avec nous, une interface avec le vivant. De sorte qu'aujourd'hui, on peut avoir des infractions un peu illimitées via ces objets connectés. Je vous donne simplement un exemple. Une voiture, quelqu'un la pirate et, par exemple, bloque la voiture ou bloque les freins,
eh bien, vous pouvez avoir une violence, vous pouvez avoir peut-être un homicide. D'où l'importance de la cybersécurité, c'est-à-dire empêcher que quelqu'un puisse prendre le contrôle de la voiture. Mais, vous voyez, on a ici une interface avec le vivant qui est très importante. Donc, pas de délimitation. Alors, comment définir la cybercriminalité ? Je vous ai mis une définition, mais alors, elle est très récente, cette définition, et elle est assez vague au fond. Tout fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou de tout autre réseau physique connexe ou en relation avec un système d'information. C'est très vague et en réalité, on n'a pas véritablement de délimitation possible de la cybercriminalité. On sait juste qu'il faut qu'il y ait un aspect numérique. Difficile d'aller au-delà. Alors, quelques chiffres, simplement pour poser les choses. Ce sont des chiffres qui sont fournis par le ministère de l'Intérieur et qui datent de cette année. On voit en proportion, il y a une part importante d'atteinte aux biens. On va le voir, les escroqueries, notamment, par Internet, sont susceptibles d'être importantes. On a également des atteintes aux personnes, je dirais en volume par rapport à d'autres infractions. Si on prend les infractions au code de la route, par exemple, les volumes pour l'instant ne sont pas non plus extraordinaires. Il ne faut pas croire que la cybercriminalité gagne notre quotidien. Il y a encore beaucoup plus d'excès de vitesse que d'actes cybercriminels. Simplement, ce qu'on observe, c'est une augmentation notamment depuis la période Covid. Mais là, je voudrais relativiser un peu les choses. Pourquoi ? On peut se dire une augmentation, ça traduit le fait qu'il y a plus d'infractions. Mais ça peut aussi traduire le fait qu'elles sont plus déclarées, parce que les gens sont plus sensibilisés à ce qu'est une infraction commise en ligne. Et auquel cas, c'est sans doute un peu des deux. Il ne faut pas croire que ça ce chiffre-là traduise une augmentation nette des attaques par rançon logiciel, ça j'y reviendrai, et des atteintes numériques. Alors maintenant, on a présenté donc la cybercriminalité, le droit pénal. Le droit pénal, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit qui, finalement, c'est un peu les règles du jeu de la vie en société, qui sont sanctionnées par des peines, tout simplement. Le fait que, quand on porte atteinte à une valeur qui est protégée par un texte pénal, on encourt une peine, pour dire les choses simplement. Et vous voyez, cet aspect-là met en évidence le fait que le droit pénal est un droit épais. Un droit épais, un droit qui est là pour punir. Ça, c'est important. C'est la fonction la plus classique du droit pénal. Mais le droit pénal, c'est aussi un droit bouclier. C'est un droit qui est là pour protéger des valeurs, qui est là pour protéger les citoyens. Et ça me paraît extrêmement important du point de vue de la cybercriminalité. Je reviendrai sur l'idée de bouclier, sur le fait notamment que l'Union européenne a créé un bouclier pour protéger les citoyens de l'Union européenne. Et la France, participe à ce bouclier. Donc un droit qui est protecteur et qui va être là pour nous protéger. Maintenant, c'est un droit un peu particulier, le droit pénal, parce que c'est un droit qui est très attaché à deux choses. D'abord, le territoire. Le droit pénal, c'est un droit de la souveraineté. On n'apprécierait pas tellement que d'autres viennent appliquer leur droit pénal chez nous. Et nous, à l'inverse, on ne va pas tellement appliquer notre droit pénal
ailleurs. Alors, il existe des exceptions, je ne vais pas entrer dans des détails, on reviendra peut-être un peu là-dessus plus tard, mais c'est un droit qui s'attache à la souveraineté et géographiquement, ça se traduit par une application sur le territoire français. Et puis, c'est un droit qui est attaché à la légalité, plus encore que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est une règle du jeu et que l'on punit. Et que pour punir, il faut que celui qui ait commis l'infraction soit au courant qu'une règle du jeu a été posée. Donc, on ne peut pas réprimer vers le passé, on va réprimer vers l'avenir. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Ce principe de l'égalité, il a une autre signification. C'est que on a délimité la répression et que c'est le législateur, avec finalement sa légitimité, qui a délimité la répression, qui dit ce que sont les infractions, et que le juge ne doit pas aller au-delà. Il doit interpréter strictement la loi pénale, il n'a pas à interpréter trop loin les textes. Mais attention, on va le revoir, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas interpréter. Il va interpréter aussi. Alors, une fois qu'on a posé cybercriminalité, ce passage un peu théorique est nécessaire pour poser les choses. Quelles sont les difficultés ? Cette confrontation, eh bien, d'abord, on a un problème parce que la cybercriminalité avance vite et que les textes avancent lentement. Le droit pénal avance lentement et c'est nécessaire parce que le droit, c'est une garantie de sécurité. Mais comment faire quand on a un phénomène qui va aussi vite ? C'est l'une des difficultés auxquelles on est confronté. Et puis la deuxième difficulté, et M. Billy l'a souligné, c'est qu'il y a plein d'anglicismes. Il y a plein d'anglicismes. On parle de hacking, on parle de doxing, on parle de sextorsion, on parle de phishing et de revenge porn et de happy slapping. Enfin bref, je pourrais en prendre plein comme ça. Tout ça, ce sont des phénomènes criminels, souvent effectivement utilisent un terme angliciste, mais rarement des infractions. L'infraction, on va le voir, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est ce qui est dans le code pénal. Et ça, eh bien, ça ne correspond parfois pas du tout à ces phénomènes criminels. Simplement, l'idée, c'est que le droit va appréhender d'une manière ou d'une autre le phénomène criminel via la règle de droit. Donc c'est une opposition que l'on va observer entre phénomène criminologique et catégorie juridique. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de procéder en deux temps. Un temps qui sera plus long et un autre qui sera plus court. Le temps le plus long, c'est le défi de la définition. C'est de se dire de quelle manière, finalement, le droit pénal va pouvoir saisir ces phénomènes criminels. De quelle manière il va pouvoir les appréhender en s'adaptant. Ça, c'est le défi de la définition, de l'adaptation des infractions. Et puis la deuxième chose, ce sera plus court, c'est le défi de la régulation. Comment faire pour répondre ? Comment faire pour qu'une fois qu'on sait qu'on a une infraction, eh bien, trouver la bonne réponse. Et la réponse, vous le verrez, elle est peut-être dans le droit pénal, classique, mais parfois non. Alors d'abord, le défi de la définition. Comment adapter les infractions à la cybercriminalité ? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'existe pas de droit pénal spécifique de la cybercriminalité. Ça n'existe pas. Il va falloir faire avec les règles et, en réalité, au cas par cas, adapter le droit. Et on va voir à présent 3 types d'adaptation. L'adaptation du texte, sans le changer, ce qu'on appelle l'interprétation du texte. On va voir ensuite l'adaptation du texte pour l'appliquer, parce que le législateur ajuste le texte. Et puis parfois, on va créer.
des textes. D'abord, l'adaptation par le juge, adaptation finalement sans changer. C'est très simple. Quand un texte est posé, a priori, il n'est pas marqué qu'il ne s'applique pas à la cybercriminalité. Donc, si le texte est suffisamment large, eh bien, on peut l'appliquer à une hypothèse, même nouvelle, même non prévue par le législateur, eh bien, tout simplement parce que ça rentre, on dit parfois ça rentre dans le texte, sous l'empire du texte. Donc, il suffit d'avoir un texte large, pas besoin d'un texte précis. Par conséquent, quand on raisonne par rapport au droit, pour savoir si la cybercriminalité relève du droit, il faut d'abord se demander, est-ce que nos textes existants sont pertinents? Est-ce que les juges peuvent les appliquer ou non? Alors, je vais vous donner des exemples, d'abord, d'applications, vous allez voir, finalement, qui n'ont pas nécessité d'adaptation. Premier exemple, c'est l'escroquerie. L'escroquerie, alors je vous ai mis l'article, l'article 313-1 du Code pénal, bon, peu importe. L'escroquerie, c'est le fait d'utiliser des manœuvres frauduleuses pour pousser quelqu'un à fournir, par exemple, une somme d'argent. Est-ce que le fait que cette escroquerie soit commise sur Internet change quelque chose? La réponse est non. La réponse est non. Et là, je peux vous donner déjà un premier exemple, c'est l'hypothèse du phishing. Le phishing, alors je pense que toute personne qui a un email a reçu ce genre de mail. Autour de Noël, le mail mondial relais, par exemple, ou alors, qu'est-ce qu'on a, l'infraction routière. Ou alors vous êtes un dangereux pédocriminel, vous devez payer une amende. Le faux conseiller bancaire aussi. Vous voyez, à chaque fois, le dispositif est le même. C'est pousser la personne à cliquer quelque part. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, regardez par exemple cet exemple-là. Mais ça marche aussi pour tous. L'idée, c'est qu'en allant cliquer sur le lien, par exemple pour votre... Aussi, alors je vais vous prendre l'exemple classique du site de votre banque. Votre banque vous dit « Attention monsieur, attention madame, il faut changer vos codes parce que ça fait trop longtemps que vous ne l'avez pas fait. » Okay ? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer un faux mail avec les logos de votre banque et un lien hypertexte qui va renvoyer vers un site qui sera une image de celui de la banque pour vous inciter à mettre les codes bancaires. Alors, comment se prémunir de ça? Comment éviter ça? D'abord, je pense qu'il faut faire attention. Les banques n'envoient pas ce genre de mail. Concrètement, ça n'est pas le cas. La deuxième chose, moi j'ai une petite astuce pour vous. D'abord, vous ne le faites jamais pas sur le téléphone. Jamais. Vous le faites sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que si vous passez votre souris au-dessus de ce lien hypertexte, vous allez très rapidement voir que ce lien ne ressemble pas du tout à celui d'une banque. Donc c'est un moyen pour éviter de se faire attraper. Il y a d'autres moyens techniques où il faut regarder notamment ce qu'on appelle l'adresse URL, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant et ça fait partie des éléments. Alors, la deuxième escroquerie, il faut savoir que cette escroquerie-là, mais très classique sur Internet, aucun texte, aucun besoin d'évolution du texte. Vraiment, ça ne change rien. Bon, la deuxième dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est l'arnaque à l'amour. On a entendu parler de Brad Pitt, etc. Mais c'est une infraction assez terrible parce qu'elle brise des gens qui donnent leur confiance à quelqu'un qui croit être l'être aimé, rencontré sur un site internet, par Facebook, etc., et à qui ils vont donner de l'argent, parfois beaucoup d'argent,
parfois des centaines de milliers d'euros, avant de se rendre compte que c'est un escroc. Voilà. Il ne s'agit pas de juger, de dire que les gens n'étaient pas prudents. Vous savez, je dirais l'art de ce qu'on appelle les brouteurs parfois, c'est de mettre les gens en confiance pour qu'ils donnent leur argent. Donc, il faut quand même se poser la question, là encore, c'est un peu la vigilance, est-ce que je donnerais 100 000 euros à quelqu'un directement comme ça? Voilà. Donc vous le voyez, pour l'escroquerie, au fond, pas besoin d'adaptation. En revanche, on a besoin d'adapter, on a eu besoin d'adapter, d'ajuster les textes pour un certain nombre d'hypothèses, soit en raison d'un nouveau support, de nouvelles pratiques ou encore d'une nouvelle dangerosité. Le nouveau support, ce sont par exemple les infractions d'expression. Il faut savoir que l'injure, la diffamation, mais aussi la provocation à la haine, l'apologie du crime, tout cela relève d'un texte qui date de 1881, la loi du 29 juillet 1881. Bon, vous imaginez bien qu'en 1881, le législateur était loin de prévoir qu'il y aurait Internet plus tard. Bien, eh bien, il a fallu, en 2004, préciser que les infractions de diffamation, d'injure, etc., pouvaient être commises par tout moyen de communication au public par voie électronique. Et vous voyez, on a juste inséré ce petit passage pour permettre que toutes ces infractions commises par exemple sur les réseaux sociaux, eh bien, puissent relever de cette loi du 29 juillet 1881 qui n'était pas du tout adaptée. Deuxième exemple, la consultation de sites pédopornographiques. Alors ça, c'est un élément important. Un exemple intéressant parce qu'on se situe en 2005-2006. À cette époque-là, la détention d'images pédopornographiques est réprimée. Pas la consultation de sites pédopornographiques. Et arrive devant la Cour de cassation une affaire où les policiers indiquent au juge Monsieur X détient des images pédopornographiques parce que, en consultant ces sites, eh bien finalement, il y a des fichiers temporaires qui sont venus se stocker sur l'ordinateur, mécaniquement, informatiquement, si j'ose dire. Réponse de la Cour de cassation en 2005, ceci n'est pas une détention d'images à caractère pédopornographique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas volontaire. La personne voulait bien consulter, mais elle ne voulait pas conserver. Et vous voyez la délimitation ici. Hein. Qu'est-ce que le législateur a fait? Vous l'imaginez bien. 2007, il pose un délit de consultation habituelle de sites à caractère pédopornographique, d'images à caractère pédopornographique. Alors là, pourquoi habituel? On peut se dire c'est quand même choquant dès la première fois. Eh bien, tout simplement parce que la logique d'Internet, c'est que quand vous cliquez, vous ne savez pas ce que vous avez derrière. Donc, si vous le faites une fois, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. Par contre, si vous le faites 26 fois d'affilée, là, on peut se dire que vous êtes au courant. D'où le fait de l'habitude. Mais en 2014, excusez-moi, en 2013, 5 août 2013, une loi vient réprimer la consultation, la première consultation, si elle est faite contre paiement. Parce que là, on se dit, même si c'est une seule fois, quand on donne sa carte bancaire, c'est qu'a priori, on sait ce qu'on veut. Et vous voyez ici de quelle manière le droit s'adapte ponctuellement aux nouveaux usages, à la cybercriminalité. Maintenant, des nouvelles pratiques, j'aurais pu vous en donner plein, je vais en retenir deux. Ce qu'on appelle les atteintes à la vie privée d'abord. Les atteintes à la vie privée, c'est le fait de capter l'image ou les propos
de quelqu'un dans un contexte de vie privée. Bon. La question s'est posée il y a un certain nombre de temps déjà, de savoir est-ce que quand c'est en matière sexuelle, est-ce qu'il ne faut pas aggraver la répression? Le législateur a dit bien sûr, on aggrave. Donc on a une peine qui est plus lourde quand c'est une captation qui présente un caractère sexuel. Est-ce qu'on pouvait avoir une captation, alors il faut que la captation soit non voulue, hein, par contre, ça c'est important. Est-ce qu'on pouvait avoir une captation numérique non voulue saisie par ce texte? La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'il n'est pas question de numérique ou de pas numérique. Donc là, on pouvait tout à fait, vous savez, réaliser une sextape de quelqu'un sans que la personne soit au courant. Ça relevait de ce texte. Le problème s'est posé au cours des années 2000 dans une hypothèse. Lorsque la captation a été voulue, on a notamment l'affaire Laure Manodou sur ce point, où des couples qui ont des relations sexuelles, qui les filment en connaissance de cause, mais le couple tourne mal et il y en a un qui décide de mettre ça en ligne. Question, est-ce que ce comportement-là relève du droit pénal? Eh bien, au début, non. Non, parce qu'il faut que la captation soit non voulue. Donc, il a fallu assimiler à la captation non voulue la captation voulue en cas de diffusion non voulue. Plus compliqué, hein? Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'aujourd'hui, soit, prenons l'exemple du couple qui a fait une vidéo de ses relations sexuelles, soit la captation est non voulue, et dans ces cas-là, elle relève d'un alinéa du texte, soit la captation est voulue, mais diffusée sans qu'une personne soit d'accord, et ça relève d'un autre texte. Mais c'est assimilé. Et vous voyez ici de quelle manière, là encore, on a adapté les textes à ce qu'on appelle parfois le revenge porn. Ce que je préfère parler de porno-divulgation parce qu'il est nulle part dit qu'il faut se venger dans ce texte. Hein. C'est pas, on voit bien l'idée derrière, mais ça n'est pas une obligation. Deuxième pratique, c'est la question du deepfake, de l'hypertrucage. On rentre ici dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA. Le deepfake, vous savez, ce sont ces images que l'on crée numériquement à partir d'images existantes, par exemple. On a un vieux délit qui date des années 70, qui s'appelle le délit de montage. Le délit de montage, c'est le fait de faire un montage de quelqu'un, de le diffuser, et que ce montage ressemble à s'y méprendre à la personne, à tel point qu'on peut croire que c'est cette personne. Ça avait été pensé à l'origine pour des films, pour du son. L'idée, c'est que ce délit de montage suppose donc le fait de diffuser un montage qui n'est pas visiblement un montage, manifestement un montage, ou sans qu'il y ait marqué quelque chose. Eh bien, le législateur, dans une loi du 21 mai 2024, a souhaité assimiler au montage le fait de créer une image par IA. En disant, le montage que vous avez pu faire avec une caméra, c'est une chose. L'image créée par intelligence artificielle, c'en est une autre sur une personne. Mais c'est le même régime. Et vous voyez là encore qu'il y a une adaptation. Alors, peut-être que les spécialistes, et j'en fais partie, se demandent, est-ce que c'était vraiment utile? C'était sans doute utile d'un point de vue pédagogique, oui. Mais du point de vue légal, je pense qu'on avait les outils avant pour lutter contre ces deepfakes. Hypertrucage, pardon, pour parler français. Alors, ensuite, s'adapter aussi à la dangerosité. Dangerosité parce que l'utilisation d'Internet peut
peut générer des risques supplémentaires. C'est la raison pour laquelle, quand une infraction est commise avec, je dirais, une dimension numérique, parfois la peine encourue est plus élevée. Je vous donne un exemple. Quand on a, par exemple, de l'hypertrucage que je viens de vous dire, ou du harcèlement moral, en raison de l'écho très important que l'on donne à son propos, le fait d'utiliser Internet présente une gravité supérieure. Et c'est pour ça que la peine encourue est ici plus élevée que lorsque l'infraction est commise sans Internet. Si quelqu'un commet par exemple une apologie du terrorisme, on va dire dans la rue, la peine sera moins élevée que s'il la commet en ligne. Et c'est un peu normal parce que le public ici est potentiellement beaucoup, beaucoup plus important. Donc vous voyez, on adapte aussi en fonction de la gravité. Deuxième circonstance aggravante, c'est l'utilisation d'un service pour rencontrer les gens. Là, ça va intéresser notamment tous ceux qui commettent des infractions à caractère sexuel. Vous vous souvenez de l'idée d'anonymat que j'évoquais tout à l'heure, le fait de se cacher sur Internet pour ensuite rencontrer quelqu'un, eh bien, c'est une circonstance aggravante du viol, de l'agression sexuelle, des traites des êtres humains. On a une affaire comme ça, une affaire de tentative de viol, où une personne avait souhaité rencontrer quelqu'un via un site de rencontre. Sauf que cette personne, l'homme, c'était un jeune homme, un bel homme d'une vingtaine d'années avec des photos qui allaient bien, etc. Et il devait y avoir un jeu sexuel où la dame devait avoir les yeux bandés, ils devaient se rencontrer dans un hôtel, etc. Sauf qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un Apollon, mais plutôt d'un monsieur plus âgé. Alors, la Cour de cassation n'a pas été très sympathique avec lui, puisque je crois qu'elle utilise les termes ventre fripé et bedonnant. Bon, il l'a cherché aussi. Donc, vous voyez de quelle manière on adapte aussi la répression, tout simplement parce qu'il y a un danger qui est plus important. Voilà ce que l'on pouvait très rapidement évoquer au titre des adaptations, je dirais, assez réduites. Le texte est ajusté. Maintenant, quand on évoque le droit pénal qui va être créé, celui-là, c'est plus rare. C'est plus rare et je vais peut-être uniquement donner deux exemples. Le premier exemple, vous allez le voir, c'est ancien. On peut se dire les cyberattaques, c'est un phénomène récent. Eh bien, la loi qui régit ces questions-là, c'est une loi de 1988. La loi Godefrein de 1988, 5 janvier 1988, qui protège les STAD. Alors ça, c'est un acronyme, Système de traitement automatisé de données. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais on est les seuls au monde à avoir cette notion de STAD. Tous les textes internationaux utilisent d'autres termes, mais notre terme, à nous, il remonte à 1988 et il fonctionne très bien. Alors le législateur n'en change pas. Pourquoi adapter quand il n'y a pas besoin ? Cette protection des systèmes, elle permet notamment de protéger tout ce qui est numérique ou physique. Un ordinateur, un logiciel, une montre connectée, un téléphone portable. Ici, la souplesse est très importante. L'important, c'est que l'on ait souhaité limiter l'accès. Mais finalement, c'est assez simple. Évidemment, ce texte a été modifié maintes et maintes fois. Aujourd'hui, on a plusieurs comportements qui sont identifiés. D'abord, c'est le fait de protéger contre l'accès frauduleux. On ne peut pas accéder à votre ordinateur sans que vous le vouliez. Ça, c'est une infraction. Deuxième comportement,
c'est finalement toutes les atteintes à l'intégrité du système. Le fait que quelqu'un mette un virus sur un ordinateur, c'est une infraction. Mettre un logiciel espion, par exemple, c'est une infraction. Le fait d'empêcher le système de fonctionner, de le paralyser, c'est une infraction. Et puis, on a également la protection des données du système, le fait de copier des données, d'insérer des données, de retirer des données. Tout ça relève de ces textes. Donc vous voyez, une protection qui est assez complète. Il faut imaginer un peu le droit pénal comme une sorte de toile d'araignée où on essaye de remplir tous les secteurs qui viennent nous protéger. Droit bouclier. On a ajouté des comportements pour réprimer ça. Vous avez peut-être entendu parler il y a peu de temps de l'affaire Telegram, notamment, avec un certain Pavel Durov. C'était assez compliqué cette affaire Telegram. Finalement, ce que le législateur a voulu dire, c'est que les intermédiaires, les plateformes qui permettent à des pédophiles, des terroristes, de façon anonyme, de pouvoir échanger, relèvent aussi du droit pénal. De la même manière, ceux qui vendent, par exemple, des virus, eux aussi relèvent du droit pénal. Et vous voyez ici de quelle manière on a une toile tissée autour du phénomène de la cybercriminalité. Encore une fois, je ne suis pas informaticien. La Cour de cassation ne l'est pas non plus, le législateur ne l'est pas. On doit s'adapter au phénomène informatique en saisissant le trouble à l'ordre public qu'il génère. La deuxième création, c'est ce qu'on appelle la lutte contre le cyber-grooming ou le grooming, le pédopiégeage. Concrètement, il s'agit de lutter contre la prédation sexuelle sur Internet de majeurs à l'encontre des mineurs. On souhaite éviter que des infractions sexuelles soient commises sur les mineurs. On souhaite éviter les rencontres entre ces majeurs et les mineurs. Donc, on va réprimer en amont sur Internet les rencontres. Et c'est notamment, la première hypothèse, c'est la proposition sexuelle faite à un mineur de 15 ans par un majeur. Mineur de 15 ans ou personne se présentant comme tel, ce qui permet notamment aux policiers de se faire passer pour des mineurs pour piéger les piégeurs, finalement. Deuxième infraction, l'incitation à commettre un acte sexuel en ligne ou encore solliciter une image pornographique d'un mineur par un majeur. Ici, ces infractions ne relèvent que de l'Internet. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde physique. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'anonymat, ou en tout cas le masque que génère l'écran, finalement, doit conduire à protéger de façon plus importante les personnes fragiles, les mineurs donc. Alors une fois qu'on a parlé de la définition, quelques mots sur la régulation. Comment répondre à cette cybercriminalité? Comment adapter la réponse? Ici, le droit pénal, vous allez voir, n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses parce que le droit pénal, on l'a dit tout à l'heure, notamment, il est limité par son territoire. Une loi pénale française peut s'appliquer partout dans le monde.
un juge français peut prendre une décision qui concerne le monde entier. Il y aura toujours un problème, c'est que le policier français, lui, ne peut pas aller plus loin que la frontière. Donc il va falloir ici réagir et de façon spécifique. Alors on a des adaptations du droit pénal et des adaptations en dehors du droit pénal. Pour adapter le droit pénal, je disais que le droit pénal se mettait en ordre de bataille. Il y a une dimension un petit peu guerrière ici, parce que, évidemment, c'est un phénomène contre lequel il faut lutter. La cybercriminalité, on peut le voir, on touche des infractions qui sont potentiellement très, très graves. Donc on va voir de quelle manière la loi pénale va s'appliquer dans l'espace, comment les choses ont évolué ici, avant de voir la dimension procédurale, qui est essentielle. Comment, en procédure, identifier les auteurs d'infractions. C'est une particularité. Et puis on verra très rapidement les peines. D'abord, la loi pénale dans l'espace. Alors c'est peut-être un peu compliqué. Je vais essayer de décrire simplement. En droit pénal, de manière générale, pour qu'une infraction soit réputée commise sur le territoire, il faut qu'il y ait un morceau de l'infraction, une composante, qui soit commise sur ce territoire, un élément constitutif. Concrètement, on parlait de l'escroquerie. Vous vous souvenez, c'était une manœuvre frauduleuse pour qu'il y ait une remise. Ça veut dire que la manœuvre frauduleuse, elle peut être faite en France et la remise en Belgique, ou l'inverse, l'infraction est commise en France. Bon. Ça, on a voulu l'appliquer à Internet. Et au départ, finalement, on s'est dit, c'est pas compliqué, dès lors qu'on peut recevoir le contenu depuis le territoire français, la loi pénale française s'applique. Ah, très bien, sauf qu'en fait, ça conduisait à ce que la loi pénale française s'applique dans le monde entier. On pouvait se demander, imaginez par exemple une japonaise qui insulte un Canadien ou un Américain sur un réseau social, australien. Dès lors qu'on peut consulter ça en France, on pouvait appliquer la loi pénale française. Ça allait trop loin. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence est venue adapter son interprétation en disant ce qu'il faut, c'est que le contenu soit tourné vers le public français. Il faut que le contenu soit à destination du public français. Alors, comment est-ce qu'un contenu est à destination du public français ? Eh bien, la Cour de cassation nous dit il faut un faisceau d'indices. On va vous en donner un pour commencer, dit la Cour de cassation. La langue française. C'est bien. Toute la francophonie est très contente de ça. On est un petit peu centré sur nous-mêmes dans cette affaire, puisqu'à partir du moment où la langue française est utilisée, ce serait à destination du public français. Bon. Il y a eu une deuxième hypothèse où on a admis ce critère, c'est lorsque est visé un propos qui concerne les attentats islamiques, parce que la France, nous dit la Cour de cassation, a subi et s'inquiète encore, a des conséquences encore liées à ce terrorisme-là. Là encore, on peut discuter. On n'est pas du tout les seuls à avoir subi les attentats islamiques. Donc, vous voyez, ces critères sont un peu fragiles. Bon, sauf que ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas encore parce que finalement, c'était en partie inadapté en matière de cybercriminalité. Imaginez par exemple, vous êtes à l'étranger et vous vous faites pirater votre ordinateur ou votre téléphone portable. Eh bien, on avait d'autres moyens d'appliquer la loi, mais celui-là n'était pas applicable parce que l'infraction était entièrement commise à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le législateur a créé un critère en plus en disant quand les infractions, les crimes et les délits sont commis en ligne est réputée commise sur le territoire français toute infraction qui vise une personne qui réside en France ou une société, enfin une personne morale, dont le siège social est en France. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand une entreprise
française qui a des serveurs, par exemple, à Taïwan, se fait pirater ses serveurs à Taïwan, eh bien, la loi française s'applique. Et ça, c'est très important, toujours du point de vue du bouclier, de la protection. Et aujourd'hui, on utilise ces deux critères, suivant les cas. Bon, mais tout ça ne pourrait pas fonctionner sans une coopération internationale très importante. Parce que, notamment pour démanteler certains réseaux, il faut pouvoir aller à l'étranger. Cette coopération, elle fonctionne, mais je ne vais pas dire quel pays, mais tout le monde ne participe pas à la coopération internationale. On a 2-3 noms qui nous viennent en tête, plus 3 que 2 d'ailleurs, mais c'est une coopération qui est un peu à géométrie variable. Donc ça, c'est la fragilité de notre bouclier. Dès lors qu'on est en dehors du périmètre de l'Union européenne, il faut une coopération qui ne fonctionne pas toujours très bien. 3 éléments sur maintenant la procédure. Vous voyez toujours l'adaptation, comment on s'adapte pour les réponses. Des éléments assez concrets. L'une des difficultés était de savoir comment faire pour dénoncer quand on a fait l'objet d'une infraction en ligne. Eh bien là, des plateformes ont été créées. Vous avez la plus importante des plateformes, c'est Pharos. Pharos, qui recense les contenus illicites. Donc vous observez ou vous êtes victime d'eux, vous pouvez aller sur Pharos et vous allez avoir ici des éléments pour vous guider et éventuellement déposer plainte. Thésée, ici, va concerner tout particulièrement les escroqueries. Et puis Perceval, c'est pour les utilisations frauduleuses de cartes bancaires. Vous vous apercevez que votre carte bancaire a été utilisée alors que vous ne l'avez pas utilisée. Vous avez des démarches à faire. Perceval pour commencer, puis bien sûr, il faut aller voir votre banque. Sur l'identification, anonymat toujours, on se croit anonyme sur Internet, on ne l'est jamais complètement. Pourquoi ? Parce qu'on doit donner son identité à chaque fois qu'on utilise un service. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez quelqu'un qui a un blog avec un pseudonyme, vous ne pouvez pas savoir qui est cette personne. Mais si vous devez l'attaquer, vous pouvez passer par son hébergeur, celui qui finalement héberge ce site, qui lui doit le savoir. Et c'est comme ça que l'on a créé tout un système d'obligations pour permettre d'identifier les auteurs d'infractions et notamment tous ceux qui participent à un service en ligne. Il y a quelques années de ça, François Hollande déclare « On n'y arrivera pas tout seul. Les acteurs de l'Internet vont devoir participer à la lutte contre la cybercriminalité. » Et je crois qu'aujourd'hui, c'est particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'ils doivent collaborer. Il y a des obligations, parfois pénalement sanctionnées, pour permettre de lutter contre ces contenus illicites qui sont véhiculés par leurs services. Bon. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables des infractions elles-mêmes. Hein, c'est pas la même chose, mais simplement, ils doivent collaborer. Troisième adaptation, la preuve numérique. Les techniques d'investigation ont beaucoup évolué. On a remplacé la scène de crime par un écran et un clavier, et vous avez des spécialistes de cybercriminalité dans les services de police judiciaire, que ce soit en gendarmerie nationale ou en police nationale, avec des techniques particulières. Par exemple, on connaît la perquisition. Eh bien, la perquisition en ligne, c'est la possibilité d'aller sur l'ordinateur et pourquoi pas d'aller à distance chercher sur le cloud, à distance, ce qui est contenu. Y compris d'ailleurs si c'est parfois à l'étranger. Donc vous voyez ici, on a une adaptation des
des techniques. Je vous ai parlé tout à l'heure des enquêtes sous pseudonyme, des policiers. Hein, on pourrait parler des données de connexion aussi. Donc on a ici, et depuis quelques années, beaucoup de techniques d'enquête qui ont été soit adaptées, soit créées pour répondre aux besoins numériques. Hein, c'est principalement le principal d'ailleurs facteur d'adaptation de la preuve aujourd'hui. On a même des peines qui ont été adaptées. Alors normalement, les peines en cas de cybercriminalité, ce sont les peines classiques, emprisonnement, amende, etc. Mais on a créé une peine de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne. C'est une peine qui est très limitée, là. Ici, je vais à peine en parler, mais en cas de contrefaçon, on peut avoir son accès à Internet, finalement, suspendu. Hein, mais c'est quasiment pas appliqué. En revanche, il y a une peine qui est très récente, qui est très intéressante. C'est la peine dite de bannissement. C'est le fait de se voir interdit l'accès à un service en ligne qui a été utilisé pour commettre une infraction. J'ai cyberharcelé quelqu'un. On me condamne en me disant « vous ne pouvez pas accéder à WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. pendant 6 mois ». Sauf que je ne suis pas sûr que ce soit très très utile. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il suffira d'en utiliser un autre. Donc ça peut être pertinent, notamment quand vous avez des personnes qui ont un aura très important, un nombre de followers très important, pour bloquer en fait la mécanique un peu commerciale sur ce réseau social. Mais le recours à cette peine me paraît, en tout cas d'intérêt variable, on va dire. À voir en pratique, puisqu'elle est très récente, hein, elle date de mai 2024. Alors les réponses, elles sont aussi en dehors du droit pénal. Pourquoi ? Parce que pour le droit pénal, l'objectif, c'est, on l'a dit, la peine. Mais sauf que quand vous avez un contenu illicite, le principal objectif, c'est d'abord d'éviter qu'il se propage, d'éviter que le contenu soit vu sur Internet. Et ça, finalement, ça ne va pas relever du droit pénal. Ça va relever d'autres mécanismes qui relèvent, eux, du droit du numérique ou du droit civil et du droit administratif. Alors, pour réagir, parce que le juge pénal est un peu lent. Le juge pénal peut être un peu lent, mais c'est nécessaire parce qu'il faut protéger les libertés publiques, la présomption d'innocence, réunir les preuves, etc. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a en revanche besoin parfois de retirer très rapidement. On a ici recours à un juge civil qu'on appelait, alors autrefois c'était une procédure de référé, c'est plus le cas. Aujourd'hui c'est une procédure classique au fond, si j'ose dire, mais une procédure rapide qui permet de retirer des contenus illicites qui sont listés par une loi, la loi de 2004, du 21 juin 2004, avec toujours cette idée pour le juge de respecter l'équilibre entre liberté d'expression et contenu illicite. Donc, vous voyez, une procédure civile rapide pour retirer. Et puis parfois, on a la voie express, le TGV. Il y a certains contenus pour lesquels on ne veut pas une réponse en 3 jours, 4 jours, 5 jours, on veut une réponse en 1 heure, 24 heures maximum. Et là, vous voyez une sorte de hiérarchie poindre. Quels sont ces contenus ? Les contenus terroristes et pédopornographiques. Pour ces contenus-là, on a des procédures administratives qui permettent d'aller encore plus vite pour lutter contre ces phénomènes.
C'est notamment l'ARCOM, dont on a entendu parler notamment avec l'affaire C8, et l'Office anticriminalité, OFAC, qui est un service de police, qui sont ici à la manœuvre. Donc vous le voyez, cette idée de retrait d'un contenu illicite, elle est essentielle parce que c'est véritablement le fait d'empêcher l'accès à ces contenus qui constituent un objectif en tant que tel et pas la peine qui va être un autre objectif parfois qui ne peut pas être atteint si c'est depuis l'étranger. Et puis, adapter la réponse, ça va conduire à se poser la question, mais qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est utile ? Il faut proportionner ici la réponse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas appliquer la même chose à une apologie du terrorisme et à une simple injure. Il y a une idée de proportionnalité derrière que le législateur a toujours en tête. Mais le législateur, il a déjà adapté les réponses en se disant mais comment faire pour finalement que le contenu problématique ne puisse plus être visible. La réponse la plus simple, c'est la bleue. La bleue, c'est le retrait du contenu. Quelqu'un a mis un contenu illicite, le juge l'oblige à le retirer. Très bien. Problème, c'est que de temps en temps, eh bien, c'est à l'étranger. Comment faire ? Eh bien, dans ces cas-là, on peut prévoir ce qu'on appelle le blocage du site. C'est-à-dire dire aux fournisseurs d'accès Internet, à Orange, à Free, à SFR, aux autres, voilà, tous ces sites, vous les bloquez parce qu'il y a des contenus illicites dessus. Donc vous voyez, on ne va pas chercher à supprimer le contenu. On va chercher à supprimer ici l'accès au contenu. Sauf que des petits malins, alors notamment en matière de téléchargement illégal, on a eu beaucoup ça. Vous avez un site qui s'appelait The Pirate Bay, qui permettait de télécharger, et en fait ce qui se passait c'est qu'ils se faisaient condamner d'un pays à l'autre. Et en réalité, ils changeaient leur site à chaque fois. Donc, thepiratebay.nz, thepiratebay.ru, thepiratebay.com, et ils changeaient comme ça de lieu. Et ça, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un site miroir. C'est-à-dire qu'on reprend exactement le même, on change un tout petit bout, et on dit, voici notre nouveau site. Eh bien, le législateur a dit, on peut aussi bloquer les sites miroirs. Et vous voyez de quelle manière on a aussi une stratégie pour empêcher l'accès à ce qui ressemble à ce pourquoi la personne a été condamnée. Et puis, quatrième et dernière mesure, et elle est importante, c'est qu'il faut aussi supprimer la visibilité du contenu. Comment accède-t-on dans la plupart des cas à un contenu sur Internet en utilisant un moteur de recherche, le plus souvent Google, connu, mais vous pouvez en utiliser plein d'autres. Qwant est très très bien et plus respectueux de votre vie privée. Il y en a quelques autres qui sont aussi très bien. Comment ? Et il est français, effectivement. Qwant, Q-W-A-N-T. Q-W-A-N-T. Qui ne garde pas vos données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une mesure de déréférencement sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que le contenu qui est déclaré illicite, non seulement on va le retirer ou le couper, mais empêcher qu'on puisse y accéder par les moteurs de recherche. Et vous voyez, finalement, ces réponses, elles sont toutes complémentaires pour empêcher l'accès à un contenu illicite. Alors, pour conclure, et puis après je réponds évidemment à vos questions, ces défis, est-ce que la France est plutôt protégée ? Est-ce qu'on est plutôt bon, si j'ose dire,
ou pas bon. Ce qu'on observe, c'est qu'il faut s'adapter en permanence. Le droit français est plutôt robuste, me semble-t-il, en matière d'infraction. On a ici un droit pénal qui est plutôt correct. Il y a peut-être des ajustements possibles, mais globalement, c'est un droit qui est plutôt robuste. Là où les évolutions ont été les plus importantes, et aujourd'hui encore les plus compliquées, c'est en matière procédurale. Parce que, notamment, l'Union européenne a indiqué que l'on avait des techniques qui pouvaient porter atteinte à la vie privée. Parce qu'évidemment, si pour une enquête qui vise une infraction, on peut par exemple avoir les données de toutes les personnes qui sont dans la salle, ça porte quand même atteinte à la vie privée d'un certain nombre de personnes. Donc il fallait adapter, il fallait ajuster ici le droit. Les évolutions pour l'avenir, l'IA, l'intelligence artificielle, va probablement impliquer des évolutions, mais c'est à la fois le problème et sa solution. Parce que grâce à l'IA, les policiers peuvent effectuer un contrôle sur la toile comme ils n'en ont jamais pu en faire. Donc ça, c'est intéressant, mais attention, ça pose aussi un problème de vie privée, hein, toujours la même chose. Maintenant, il va effectivement falloir être vigilant. Je vous ai parlé des arnaques à l'amour. Ils utilisent l'IA pour notamment faire des appels avec une voix trafiquée, par exemple. Il y a ici, vous voyez, une dimension plurielle pour l'intelligence artificielle qui a évidemment une place importante dans ces évolutions. En attendant, ce qui est sûr, et c'est le message le plus important, je pense, de cette conférence, c'est que, bien sûr, il faut compter sur notre loi, hein, quand même, elle est là pour ça, mais il faut aussi compter sur nous-mêmes. Et il faut faire un usage un peu prudent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser Internet. Encore une fois, on ne peut pas faire sans. Impossible de faire sans. Aujourd'hui, vous avez l'administration, des services administratifs qui ne peuvent être accessibles quasiment que par Internet. Donc, impossible de faire sans, mais par contre, simplement être prudent. Être prudent, c'est par exemple, quand on achète sur Internet, acheter sur des sites français ou de l'Union européenne. Et ça, vous pouvez le savoir quand vous allez tout en bas dans les mentions légales. Ça veut dire certains sites de vente américains, chinois, vous les évitez, par exemple. Peut-être que vous n'aurez pas tout avec les sites français, ou peut-être que vous l'aurez plus cher, mais vous serez plus protégé. Ça, c'est un élément important. Et puis, être conscient que ce qu'on dit sur un réseau social, tout le monde peut le lire. Vous êtes tout seul devant un écran, mais vous le donnez à l'Agora. Et puis, faire attention à ce qu'on y donne, hein, aux éléments que l'on peut donner. Je crois que ça fait partie de ce que j'appellerais l'hygiène numérique. C'est simplement, en termes de prévention, faire attention aux éléments que l'on peut soumettre au numérique. Et je vous remercie.